Christophe, il venait tous les mercredis après-midi au début. Et donc on s'entraînait à faire les épreuves, parce que c'est des épreuves de la vie de tous les jours, mais Christophe, il portait pas de prothèse au quotidien. On a eu un peu peur parce qu'en fait, il fallait qu'on apprenne à une personne amputée à utiliser une prothèse myoélectrique. Petit à petit, j'ai pu intégrer un langage musculaire, en fait, un morse. Et il y avait vraiment pas mal d'allers-retours là-dessus. Ça, c'était intéressant aussi de construire ensemble les fonctionnalités. C'est, je pense, à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la prothèse, on avait fait tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait pour améliorer ses performances technologiques, et que là où il y avait vraiment à gagner, c'était sur de la stratégie. Il faut que j'arrive à convaincre Christophe d'accepter mes recommandations, etc. On a commencé à s'entraîner pour le ski-biathlon avant le premier confinement. Et en fait, en mars, on a tout arrêté, on est rentré chez nous. On a pu, entre les confinements, commencer à mettre en place des entraînements. C'était en novembre 2020 au final. Et qu'en fait, 2 semaines avant, le campus a refermé pour confinement pour la 2e fois. Le jour J, il y a beaucoup de stress logistique parce que il y a une mise en œuvre qui est quand même très compliquée à mettre en place pour quand on crée un hub. En fait, on est connecté en live avec l'ETH en Suisse. Il y a la partie transmission vidéo, il y a la partie arbitrage, il y a la partie en fait affichage des temps. Il y a le pilote. Bonne chance. Il y a aussi les médias qu'on a un peu dans les pattes. Donc c'était un immense chaos organisationnel. Moi j'étais double rôle de hub manager, de team manager, plus en même temps un peu de, comme Jésus, pas au point de Jésus, mais de coach stratégique. Et donc je ne sais plus trop ce qui s'est passé. On a essayé de faire notre mieux aussi pour ajouter un peu d'émotion, vu qu'il n'y avait pas le public que je suppose il y a normalement pendant la pré-compétition. On a mis toutes les installations de la manière la plus jolie possible. On a invité des gens proches au projet. Et franchement, on a réussi à faire une compétition assez intime, assez intime, mais qui restait quand même une compétition. On sentait la pression de faire notre meilleure performance avec les moyens qu'on avait à l'époque. Le ski-biathlon 2020 notamment, c'était le premier. Un bon stress, mais un grand stress. Une grande pression. Voilà, une grande pression, mais pas une mauvaise pression. Voilà, une bonne pression. Voilà, c'était une pression, mais qui porte. C'est l'effet que ça me fait. Là, notre prothèse, elle a été mise vraiment à rude épreuve et dans les semaines auparavant, on l'a utilisée de façon hyper intense. On s'entraînait tous les jours, la semaine avant et quasiment tous les 2 jours les semaines qui précédaient. Et donc, évidemment, ça a mis à mal le matériel. Donc, on a eu plein de fois des cartes électroniques qui ont cramé. Et notamment, le drame qu'on a eu, c'est que la prothèse de main de notre sponsor à l'époque, qui était Ossure Touch Bionics, a cessé de fonctionner genre 4-5 jours avant la compétition. Et donc il a fallu gérer l'échange par DHL en urgence avec une main de prêt. Et évidemment, cette main de prêt, elle n'était pas exactement comme la main sur laquelle Christophe, avec laquelle il s'était entraîné pendant des mois. Et donc, il y a des choses qui n'allaient pas, il y a des stratégies qu'il a fallu changer. Je peux pas toucher la tête, hein. Parce que le pouce ferme pas pareil, parce que le poignet était légèrement plus long, etc. Donc là, ça va pas parce qu'il faut, en fait, pour que ça aille, il faut que j'aille après l'articulation. Et donc, voilà. Et là, on s'est rendu compte, en fait, il y a cette étape de, on peut être très bon avec un matériel donné, mais être très bon,
c'est être capable de faire fi des variations du matériel. Et ça, on l'a un peu découvert en 2020. Welcome everyone to Cyberthlon 2020 Global Edition. Because of the pandemic, the teams could not come to Switzerland and fight against each other live, but they had to build their own parkours back home, like this one. We have 49 teams from the whole world competing against each other from 20 different countries. Et donc le Cybathlon, c'est une compétition où les différentes équipes vont mettre en avant leur meilleure technologie. Et du coup, la compétition consiste en plusieurs épreuves. Ce sont des épreuves plutôt de la vie quotidienne. Et du coup, l'équipe qui réussit à faire toutes ces épreuves, la vie quotidienne, de la manière la plus efficace et des fois la plus rapide, bah, c'est celle qui va gagner le Cybathlon. Il y avait les gobelets. Pour l'épreuve des gobelets, bah, tu commençais avec tous les gobelets sur la table. Et ensuite, il fallait faire une sorte de pyramide. Pour les gobelets, c'était toujours un défi. Pour être honnête, il n'y avait jamais une fois où je disais, bon, c'est sûr que ça va aller parce que c'est tellement instable la pyramide que bah, le moindre geste, ça fait tomber tout, quoi, et tu n'as que une seule chance de le faire, quoi. Donc, ouais. Le clean sweep avec les objets à mettre, les petits objets à attraper. Et aucune épreuve est facile, donc, mais celle-là, je me souviens qu'on avait réussi à faire des gestes assez répétables à chaque fois. Il y avait où il fallait accrocher les pinces à linge. Il y avait une épreuve où Christophe devait ouvrir des canettes. Et l'épreuve où il fallait identifier les objets, c'était l'épreuve de l'enfer. Vraiment. Ça, c'était un challenge un peu de fou. Donc en 2020, il y a une épreuve qui met l'accent sur un pan très important de l'appareillage prothétique. Parce qu'en fait, quand on a une prothèse, même si on voit parfaitement ce qu'elle fait, on n'a pas de toucher, on n'a pas la force, on n'a pas la température. Et il y a plein d'opérations pour lesquelles c'est critique. Rentrer une clé dans une serrure ou craquer une allumette sans retour de force, en fait, ça peut vous prendre des minutes. Parce qu'en fait, on se sert beaucoup d'études des petites vibrations, de la sensation que l'allumette, je la tiens pas trop fort pour pas la casser, assez fort pour pas qu'elle glisse, etc. Et donc, le Cybathlon a introduit une épreuve en 2020 spécialement dédiée à cette recherche-là. Alors pour la petite histoire, c'est des boîtes dans lesquelles il faut plonger la prothèse. Et à l'intérieur, il y a soit un cube, soit une balle, soit un cylindre. Et ils sont soit en bois, soit en mousse. Et donc, il faut faire les 6 possibilités. Et à chaque fois, c'est de mettre le bon objet devant la bonne boîte. Tout ça uniquement en palpant ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, on ne pouvait pas mettre de caméra pour regarder. Et nous, on travaille essentiellement sur le contrôle moteur. C'est que depuis quelques années qu'on a commencé à s'intéresser au retour sensoriel. Mais on a un collègue, Fabien Vérité, qui est maître de conférence à l'université Sorbonne Université et qui travaille beaucoup sur le retour sensoriel pour notamment la chirurgie. Et donc, on a tenté quelque chose. On a recruté un stagiaire, Étienne Moine-Locose, pour travailler sur une technologie qui nous permettrait de détecter ce qu'il y avait à l'intérieur de ces boîtes. Et donc, on a dû trouver une technologie de capteur qui permette de mesurer cette interaction sans gêner toutes les épreuves qui étaient la vraie marque de fabrique de Smart Arm, c'est-à-dire toutes les épreuves de manipulation et de mouvement, quoi. C'était du bonus, c'était s'il y a moyen de marquer 10 points en plus, on explore. Et donc, le pauvre Étienne, il a été recruté en sprint absolu parce il a dû commencer fin janvier. Et on s'est inspiré des travaux de Marc Tessier qui venait de finir sa thèse au laboratoire et qui avait travaillé sur des peaux artificielles où en fait il a détourné l'usage d'un trackpad capacitif
pour l'utiliser en tant que capteur de forme donc d'un doigt qui s'enfonce dans une peau artificielle. Et en voyant ça, on s'était dit, tiens, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose avec cette technologie pour reconnaître donc du coup la forme d'un objet. Bon, alors, premier obstacle, c'est que c'était un objet non conducteur et sans capacitance, donc du coup, on n'avait pas du tout le même effet. Et on a exploré plein de solutions. Étienne est passé d'un étudiant fin d'école d'ingénieur à un expert en coulage de silicone. Et enfin, vraiment, il a prototypé un nombre de dispositifs assez incroyable. Mais on avait des limites inhérentes au capteur qui ont fait que on n'a jamais eu une mesure très bonne. Donc on a tenté, comme tout bon ingénieur qui a une mesure pas très bonne à l'époque, et c'est encore plus le cas maintenant, on a utilisé de l'IA et pour tenter de faire de la reconnaissance de forme automatique. Et donc on était arrivé à une solution, franchement assez bien finie dans la forme, où il y avait donc un capteur qui venait se scratcher sur l'arrière de la prothèse, comme ça on ne gênait jamais le mouvement, quoi. Il était forcément à l'arrière, donc il n'y avait pas de... Pour toutes les autres épreuves, c'était pas un problème. Et il y avait un bracelet de l'autre côté avec vraiment 3 LED qui indiquaient soit cube, soit sphère, soit cylindre. Pour le côté mousse ou bois, en fait, on s'était aperçu très vite avec les entraînements avec Christophe, encore une fois, une démarche de co-conception, que ça ne servait à rien d'aller chercher de la complexité là-dessus, puisqu'il suffisait en fait de taper sur l'objet à l'intérieur. On entend quoi. Et donc immédiatement, il savait si c'était bois ou mousse. Il fallait encore détecter la forme. Et donc du coup, il allait palper, donc avec son autre main, en la mettant de dos, comme ça, il allait palper l'objet, puis l'algo tentait de lui donner la bonne version. On a eu quelques bons résultats en cours de route, mais ça n'a pas marché, sauf une fois, qui est très drôle, où les journalistes d'M6 viennent faire un reportage sur l'équipe. Ils viennent filmer, il y a Étienne qui est donc stressé comme tout pour mettre tout en place. Et il lance en disant, bon, bah, c'est pas grave, on fait l'épreuve, parce qu'elle était assez visuelle, je pense qu'elle plaisait aux journalistes. Et en fait, donc Christophe met tous les objets, et là, il enlève toutes les boîtes une par une, et c'est que les bons objets, quoi. Vraiment le résultat parfait. Là, on était, mais c'est bon, en fait, ça a marché. Et en fait, à ce jour, on comprend toujours pas pourquoi ça a marché à ce moment-là. On n'était pas loin d'avoir quelque chose, mais la difficulté, c'est que l'épreuve du cibathlon, elle est en temps chronométré, et qu'on avait un temps réduit pour faire toutes les épreuves, et que, en fait, dans le temps imparti, on n'arrivait pas à placer cette épreuve-là, et on a privilégié des épreuves dans lesquelles on avait plus de chances de la faire à 100%, parce que le cibathlon a un moyen de notation assez imparable, qui est que vous faites la tâche en entier, vous avez les points, vous ratez un tout petit peu de la tâche, vous avez 0 points. Donc nous, on n'était pas bon à 100% sur cette épreuve de palpation, et donc le haptic bag ou haptic box comme il s'appelait à l'époque. Donc on a plutôt laissé de côté pour gagner du temps sur d'autres épreuves où on avait plus de certitude d'avoir les points. Le jour J, on a eu beaucoup de frustration parce que pendant 3 répétitions, on a eu des problèmes qu'on n'a jamais eu à l'entraînement. On a eu un problème d'une bougie dont la mèche était défectueuse et qui nous a fait en fait rater nos performances au premier passage. C'est-à-dire que la mèche s'est auto-enflammée sans tenir la flamme. Là, la bougie, elle n'a jamais été allumée. Est-ce que c'est une bougie neuve à chaque fois? Et après, il a fallu arriver à la rallumer. Et en fait, c'était sûrement un défaut d'une bougie Ikea qu'on avait achetée. Et puis pendant les 2 autres passages, on s'était tellement stressé par cette histoire de bougie que finalement, on s'est raté sur les épreuves qu'on maîtrisait le plus. Ah ouais, en fait, le meilleur passage qu'a fait Christophe, à son grand désespoir, c'est le 3e, je crois, passage. Et c'est le passage où il a loupé les gobelets sur une erreur bête. Enfin, c'était pas de sa faute, mais ça a glissé. Et du coup, il a pas eu les points de cette épreuve. Et il était un peu dégoûté parce que, effectivement, c'était beaucoup entraîné sur les gobelets, quoi. Et les 2 fois d'avant, il les avait fait parfaitement, mais il y avait eu d'autres problèmes à d'autres endroits. Donc il y avait un peu de frustration à la fin de Christophe qu'il a fallu gérer, mais il y avait beaucoup de fierté qu'on soit arrivé à là. Chose qui me déçoit, c'est que j'ai pas été suffisamment, pour moi, concentré pour gérer correctement. Je me sentais assez nerveux. Déjà, quand il s'agissait de prendre la tasse
en porcelaine. J'ai senti qu'il fallait que je fasse très attention pour ne pas la renverser. Donc du coup, je ne peux m'en prendre, entre guillemets, hein, voilà, je vais pas me flageller, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi. Et c'est vrai que l'équipe, selon moi, mériterait d'avoir encore plus de points. Voilà. Donc en cela, je ne peux être que déçu et on pourra toujours me réconforter. Je porte cette déception, elle m'appartient. Nous, on est arrivé jusque-là, on a eu le double confinement, on a eu les problèmes d'accès aux locaux, on a eu les problèmes matériels, on a eu tout ça. Le handicap le plus important peut-être de la compétition, c'est juste fou qu'on soit arrivé là. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas une erreur de toi, c'est déjà incroyable qu'on soit là. Franchement, je comprends la frustration. Oui, c'est la tâche qu'on a le plus sur laquelle on s'est le plus entraîné parce qu'on avait acheté les gobelets il y a hyper longtemps. C'est la seule chose qu'on avait pendant quasiment 3 semaines. Donc c'est désespérant, c'est comme ça, mais c'est une super performance. On en garde quand même un très bon souvenir, même si ça n'a pas été notre meilleure performance, mais disons qu'on a extrêmement appris d'avoir réussi à aller au bout. On était quand même très contents, et c'est ça qui l'a emporté. Et je pense que là, l'esprit d'équipe, notre approche de travailler l'humain, l'entraînement, autant que la technique, est née. Dans ce que j'ai retenu, qui m'a plu, qui m'a fait très plaisir, c'est un dessin, la fille de Nathanaël, qui m'a dessiné avec son papa. Et voilà, donc elle a fait une représentation de la prothèse. Pour elle, c'est tout à fait normal, hein, cette situation.